Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, il sera question de cuisine. Nous vous présenterons plusieurs spécialités locales, mais aussi un chef étoilé Michelin qui est retourné à ses racines égyptiennes. Nous vous emmènerons aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour vous présenter les friandises qui sont populaires pendant le Ramadan en Jordanie, au Liban et aux Émirats arabes unis. Mais d'abord, revenons à Michael Mina. Ce célèbre chef travaille aux États-Unis, mais il ne se contente pas de gérer un restaurant, il s'occupe de plus de 40 établissements. Il est venu récemment aux Émirats arabes unis, nous l'avons rencontré dans ses cuisines. Après avoir terminé sa formation culinaire à New York en 1993, Michael Mina a dirigé Aqua, le restaurant de fruits de mer le plus populaire de San Francisco. Steve Jobs figurait parmi les clients réguliers. Au fil du temps, le restaurant a perdu ses étoiles Michelin, puis a fermé définitivement ses portes en 2010. Ce moment a marqué une rupture dans la carrière de Michael Mina. Il a ensuite commencé à travailler avec le champion de tennis André Agassi. Il a ouvert son restaurant phare, là où se trouvait son ancien établissement Aqua. Ce restaurant a décroché 2 étoiles Michelin, puis a accueilli des VIP et des présidents américains. Aujourd'hui, ce restaurateur, aussi auteur de livres culinaires, gère 40 restaurants, dont une brasserie aux Émirats arabes unis. Il passe jusqu'à 6 mois par an dans ces nouveaux établissements pour s'assurer que les plats signatures sont bien respectés. Au cours d'une visite dans les Émirats, nous avons pu rencontrer Michael Mina. Michael, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup de m'accueillir. Dites-moi, vous vous êtes lancé dans les affaires avec André Agassi il y a près de 10 ans. Est-il un fin gourmet ou juste un businessman ? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point André est compétitif dans tout ce qu'il fait. Le tennis, mais aussi la nourriture. La première fois que je suis allé dîner chez lui, il m'a invité et m'a dit « Je vais te cuisiner le meilleur steak que tu n'aies jamais goûté ». C'était un très bon steak. Il voulait que ce soit le meilleur. Est-ce que son statut de célébrité a aidé votre marque ? Les avoir comme partenaires, lui et Stéphanie Graff, vous aident de tellement de façons. Ce ne sont pas juste des célébrités. Ce sont des personnes qui savent ce qu'elles font et ce qu'elles veulent faire. À votre avis, quel est le secret du succès de ce restaurant ? C'est un secteur en plein essor. Comment survivez-vous dans ce business ? C'est un million de petites choses. Vous devez commencer par le bon concept, puis comprendre qu'il faut être obsédé par le fait que chaque jour, un restaurant peut devenir meilleur ou pire que ce qu'il était. C'est un travail quotidien. Ce n'est jamais la même chose. Si vous avez un groupe de personnes et un personnel qui viennent tous les jours, ils chercheront à savoir si c'est mieux qu'hier ou pas. Ça semble cliché, mais c'est la vérité. Soit la qualité de votre restaurant s'améliore, soit elle empire. C'est sûrement votre plus gros défi. Comment parvenez-vous à garder une cohérence dans tout votre groupe ? Vous savez, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'un groupe de gens qui partagent les mêmes idées. Il y a des personnes qui travaillent dans le groupe qui ne cessent de s'améliorer. Ces personnes vont finir par gérer vos restaurants. Vous devez avoir un grand chef et un excellent directeur général. Qu'est-ce qui vous a touché le plus ? Perdre une étoile Michelin ou en gagner 2 ? Pour moi, gagner des étoiles Michelin, c'est une aventure magnifique. C'est quelque chose qui s'inscrit dans ma philosophie de base. Il faut continuer à s'améliorer. Certains chefs, comme Marco Pierre-White, ont rendu leurs étoiles en disant que cette pression ne valait pas le coup. Qu'en pensez-vous ? Tout le monde est différent. Pour moi, ces étoiles ne concernent pas que vous, mais aussi les gens qui travaillent jour et nuit dans le restaurant. C'est un moyen d'obtenir de la reconnaissance, pas seulement pour le chef, mais pour tous les employés. Ils en ont besoin car ils veulent continuer à faire de grandes choses, à être de grands chefs. Ils veulent pouvoir dire qu'ils travaillent dans un restaurant étoilé. Michael, vous êtes fier d'être égyptien. Vous êtes revenu à vos racines culinaires dans votre restaurant éponyme à San Francisco. Pourquoi y être revenu maintenant ?
Je ne pense pas que mon histoire ait été racontée aux États-Unis. Le Moyen-Orient et l'Égypte sont très importants pour moi, car c'est là d'où je viens. Vous connaissez tous les beaux produits, les épices, les saveurs. Ce que je voulais faire, c'est montrer ce qu'est ma vie, d'être né en Égypte, puis d'être venu aux États-Unis. Je voulais combiner cela avec tout ce que j'avais appris en tant que chef cuisinier et tous les beaux ingrédients que nous avons en Californie. Je prends du plaisir avec ces choses qui m'obsédaient, que j'aimais. Je voulais m'amuser avec ça, ne pas être trop strict. C'est ce que j'ai fait avec le fatir. En grandissant, je prenais au petit déjeuner cette pâtisserie égyptienne que ma mère me préparait. C'est une belle pâte qui ressemble beaucoup à de la pâte feuilletée, comme celle d'un croissant. Ma mère la faisait frire avec du beurre dedans. Aujourd'hui, nous faisons ces belles petites pâtisseries, nous les faisons frire avec du beurre, puis nous mettons du caviar au cetera. Michael, vous m'avez donné faim. C'était un plaisir. Les Émirats arabes unis font partie des 10 plus gros marchés de confiserie au monde. D'ici 2021, ce secteur devrait peser 440 millions de dollars. Les fêtes du Ramadan et de l'Aïd marquent souvent une forte hausse des ventes. Ce ne sont pas seulement les friandises sucrées modernes qui ont du succès. Salim et Saïd a constaté un appétit grandissant pour les pâtisseries artisanales et traditionnelles de la région. Ces sphères croustillantes remontent à la surface de l'huile bouillante comme des bulles. Justement, on les appelle al-faka, ce qui signifie bulle dans le dialecte émirati. Ces al-faka ont une forme traditionnelle de dessert émirati. Ces petites bouchées sont généralement servies les soirs du mois sacré du Ramadan, après le jeûne des musulmans. Contrairement aux al-faka, les logaimat sont couverts de miel ou de sirop de sucre. Des ingrédients qui étaient difficiles à trouver dans le temps. C'est ce que nous explique la chef Rouloda Tig. Elle cuisine des plats nationaux depuis qu'elle a 8 ans. Avant, ils n'avaient pas de sucre, ils utilisaient toujours des dattes. Ils les faisaient tremper dans l'eau et en faisaient une pâte, puis ils la mettaient et la pétrissaient dans des bonbons. Ils utilisaient aussi de la mélasse de dattes. D'après Rouloda Tig, ce qui permet d'identifier la cuisine émirati, c'est la simplicité de ses préparations et les ingrédients souvent utilisés dans le désert du pays. Par exemple, voici du beurre émirati devenu doré grâce aux graines de cumin et aux fenouilles. Cette pâte de sésame brun clair, appelée tahini, donne à de nombreux desserts émiratis leur teinte distinctive. Nous sommes dans un pays désertique, alors vous remarquerez que la plupart de nos friandises ont la couleur de date ou la couleur du tahini. Ces pâtisseries sont donc faites à partir de normes culturelles et par rapport à notre environnement naturel. Les habitants de la région sont connus pour leur amour du sucré. Entre les pays du Golfe, on retrouve des variations entre les confiseries à base de dattes et les desserts très sucrés et épicés. La cardamome, le safran et l'eau de rose, voici les 3 ingrédients que l'on retrouve le plus dans les confiseries émiratis. Et avec une population qui compte autant de nationalités différentes, les Émirats arabes unis sont connus pour leur diversité culturelle. Par exemple, le dessert gélatineux sago, servi lors de l'iftar, moment où les musulmans rompent le jeûne pendant le ramadan, provient du palmier sagu, originaire du sud du Japon. Ce dessert est arrivé aux Émirats grâce au commerce de l'industrie perlière. Commerce qui a aussi permis au pays d'accéder à des ingrédients venant de l'étranger, comme le safran. Cette épice est devenue avec le temps un aliment de base de la cuisine émirati. Dans les déserts de la région arabe, les desserts se distinguent par leur style et par leurs ingrédients. L'Égypte est particulièrement connue pour sa variété de sucreries telles que des gâteaux à la semoule de blé appelés basboussa, qui sont édulcorés à l'eau de rose et garnis d'amandes. Un certain nombre de desserts sont inspirés par les femmes comme la mère d'Ali. Le gâteau Ali est une sorte de pudding oriental fourré aux noix, aux raisins secs et au lait, cuit à l'état croustillant. Il y a aussi les doigts de Zainab, spécialité servie pendant le ramadan. Ils sont frits et faits avec de la fleur d'oranger et de l'anis. Ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Entre les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, les bonbons ont des différences minimes, mais tout de même notables. La plupart des friandises consommées en Afrique du Nord sont des noix. À l'Est aussi, on consomme beaucoup de noix.
Dans les cuisines arabes orientales, on ajoute à ces noix différentes sortes de fromages. Le kunafa est une pâtisserie à noisettes trempée dans un sirop sucré, recouverte de fromage puis de pistaches broyées. C'est une spécialité très appréciée au Liban, en Palestine, en Syrie et en Jordanie. On retrouve aussi le katayef, un dessert rempli soit de noix broyées, soit de fromage sucré. La pâtisserie est ensuite frite et servie après le jeûne des musulmans pendant le ramadan. Dans les Émirats arabes unis, les desserts sont généralement toujours prêts pour accueillir d'éventuels invités. C'est autour d'un saroud, ce tapis fait avec des feuilles de palmier, que les gens se rassemblent pour manger. Pendant le ramadan, des quartiers entiers se réunissent, chaque foyer doit faire et apporter un dessert pour rompre le jeûne avec sa communauté. Dernière chose à retenir, si vous êtes invité dans une maison émirati pour savourer des desserts, il faut respecter la tradition et parfois les manger avec les doigts pour une dégustation plus authentique. Voilà qui résume bien notre émission. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Vous pouvez nous retrouver sur euronews.com. Avant de vous quitter, voici quelques posts gourmands qui ont retenu notre attention. Mohamed a partagé cette vidéo d'un dessert traditionnel canafé en train d'être préparé dans le sud du Liban. Razia, elle, attend avec impatience une portion de ses raviolis sucrés préférés, arrosés de sirop de dattes.